Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Arakaï, la 241e, on approche des 60 000, comme on dit, internautes qui viennent sur notre visiteurs, blog. Visiteurs du blog. C'est ça, voilà. C'est impressionnant, enfin, même pour nous, quoi. Bon. C'est le 4 février 2014, pour ceux qui se réveillent. Il fait pas très chaud, mais pour l'hiver, c'est quand même, paraît-il, c'est un des hivers les plus chauds de ces 100 dernières années. Bon. Avec Piquet-Cou à la régie. Bonjour tout le monde. Notre Jean, notre hussard noir, ici aussi. Bonjour mon Jean. Salut. Et ma pomme pour vous parler, évidemment, d'abord, vous annoncer le titre phare de cette émission, Mon beau paysage. Voyez? Alors non, attendez. Mon beau pays sage. Attention. Qui c'est qui a cet humour-là? Je vous le demande, Émile. Bon, on dénoncera pas de nom, c'est mieux. Bon, l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, l'artiste et la science, et l'artiste et l'autorité. Et on a une petite, mais vraiment petite proportion d'artistes sur la masse des artistes, 50 ou 100 000 en France, je sais pas combien, qui nous insurgeons contre l'autorité, et on lui dit, cette petite équipe soudée, on lui dit à l'autorité qu'on l'emmerde. Voilà, c'est crié, c'est fait, on est plus calme pour le reste de l'émission. Et pour vous égayer en ce début de mardi, enfin ce début pour la plupart, pour quelques-uns non, ils sont déjà debout depuis longtemps, dont les gens de cette émission, de notre camarade des proches, donc on ne dit plus un avortement, mais une interruption volontaire de grossesse, ceci afin de ménager l'amour-propre du fœtus. C'est de notre camarade Pierre Desproges pour évoquer brièvement avec cette petite citation la manif des cons d'hier, là, la manif du con la joie, on peut dire, où évidemment il y avait des gens, des parents un petit peu conservateurs, ils ont le droit aussi, mais malheureusement mêlés à cette manif, il y avait toujours les connards d'antisémites, les connards de fachos qui peuvent pas s'empêcher de dire des conneries, et c'est ça qui est triste. Voilà, bon. Et puis comme ils ont tous la faculté de se reproduire, ouais. C'est pareil de l'autre côté. Hein. Oui, c'est pareil. On a toujours à peu près les mêmes proportions. Bien sûr. Ouais, c'est Jean rit, mais il y a Jean. Non, je ris de aussi. Voir à ce point évoluer la société au fil des siècles. Ouais. Si tu veux. Je sais pas. Mieux en rire qu'en pleurer. Justement, je sais pas si elle évolue vraiment, mon Jean, tu vois. Je suis pas sûr. En tout cas, elle régresse. Ça, c'est sûr, par contre. Après, le regard peut suffire à faire changer les choses. Je connais par exemple une fille. Tu parlais du temps, tu vois. Ouais. Elle décide que l'hiver est terminé. Ouais. Et pour l'impressionner, tu vois, l'obliger à se carapater comme ça, elle met juste une petite veste sur une chemise, tu vois. Et elle pense que l'hiver va rentrer sagement. Ouais, c'est un peu spécial, mais pourquoi pas? J'ai pas l'impression que ça marche si bien que ça, mais bon. Non, oui, mais c'est la méthode Coué, un peu. Il fait chaud, et on meurt d'une pneumonie. Non, elle, c'est autre chose que la méthode Coué, oui. Ah, bon. D'accord. Tu peux approfondir? Non, une autre fois. Ça m'intéresse, moi. Bon, j'ai une espèce de vieille pute de commerce. Ça, j'avais remarqué. Merci, mon Jean. Toi, il suffit de peu pour savoir la vérité de ce qu'on pense de vous.
C'était Sergio Reggiani qui interprétait l'Italien. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître et sans pub, à Racaille, avec Piquet-Cou à la régie, notre Jean à l'histoire de l'art et à tant d'autres choses. Et ma pomme pour vous parler tout de suite dans la mini-tube de luminance de Momo la Science, alias Raymond la Science, alias intellectuel de la bande à Bono, que nous avons parmi nous ce matin, tous les mardis matins, pendant... Sa réincarnation. Approximative. Ah oui, approximative. Pendant 5 minutes, alors le genre laisse-nous rêver, merde. Oui, pour vous parler justement, ou ça sera une surprise, je suppose, de Cavana, de cet anard avant tout, malgré qu'il ne soit pas inscrit dans aucune organisation politique, eh bien, c'est cassé, quoi. Il a été faire le dernier bal avec la Camarde, quoi, comme l'expliquait Brassens dans des chansons concernant la mort, ou Brel aussi. Il y avait le choix pour parler de la disparition de ce bonhomme qui nous a ouvert la tête quand on était jeune. Je me souviens, le premier numéro d'Harakiri, c'était au début des années 60 ou fin des années 50, je sais plus. Le premier numéro, quand j'ai acheté ce truc en kiosque, je veux dire que c'était absolument, pour un adolescent, c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi. On découvrait un monde qu'on soupçonnait pas, quoi. Vraiment, pas du tout. Et bon, j'ai pas toute ma vie été abonné à... J'ai d'ailleurs jamais été abonné, je déteste les abonnements. Donc j'allais toujours dans un petit kiosque ou une maison de la presse acheter les Harakiri et puis après les Charlie Hebdo. Excuse-moi juste une seconde, quand même, tu détestes les abonnements, mais t'es abonné au Monde Libertaire. Oui, non, mais là c'est un abonnement de soutien, c'est pas pareil. C'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel parce que, bon... même je lis le Canard enchaîné toutes les semaines et je suis depuis très longtemps et j'ai jamais voulu m'abonner. Donc voilà, j'étais assez libre de ce côté-là, mais je lisais pas le Charlie ni Harakiri toutes les semaines non plus parce que des fois ça gavait un peu. Mais bon, quand même, Cavana en plus a écrit les bouquins que tout le monde connaît comme les Rital, les Ruskov, puis tant d'autres. Il en a écrit aussi un. Sur une histoire d'amour avec une femme d'une trentaine d'années, alors qu'il en avait presque 50 ou 60, je sais plus. Voilà, un espèce d'enfer qu'il a vécu. Parce que c'était un grand amoureux. C'est un truc qui t'avait touché particulièrement? Oui, particulièrement, parce que je connaissais pas les femmes de cet âge-là, parce que j'étais plus jeune, mais ça m'avait fait peur, rétrospectivement, les bonnes femmes de 30-35 ans, je trouvais que c'était vraiment dangereux, quoi. Ce qu'on appelle, je sais pas, les cougars maintenant, un nom comme ça, non? Peut-être plus vieille aussi encore, je sais pas. Enfin bref, c'est un grand amoureux, quoi, parce qu'il y a une histoire de Cavana qui est vraiment touchante, qu'il raconte dans une interview qu'il a accordé, pas qu'il a pas accordé, mais si, je pense que c'est déjà à Mermet ou à quelqu'un qui travaille avec Mermet, qui a été passé sur France Inter dans une émission de Mermet, c'est quand C'était là-bas si j'y suis de vendredi qui rendait hommage à... Voilà, c'est ça. Et alors il racontait qu'à la maternelle de Nogent, où je suis allé moi-même, cette maternelle aussi où j'ai vécu mes premiers émois amoureux, à 5 ans, quoi, quelque chose comme ça, qu'il avait rencontré une petite fille, parce que lui, il était toujours le meilleur dans la classe, quoi. Et il disait même que ça, il y avait des instituteurs, on sentait qu'ils étaient un peu embêtés que ce soit un petit Rital qui soit le premier de la classe. Et là, il y avait une petite fille aussi, qui était aussi très bonne. Et ils ont tous les deux été récompensés. C'est à la maternelle, je me souviens plus ce que c'était. Les récompenses, ça devait être des espèces de petits billes, des petits tickets, là, je sais pas comment on appelait ça, avec à la fin une médaille ou un truc. Et alors la petite fille, quand elle a su qu'il était italien, le jour où on a voulu faire une photo de classe, elle était à côté de Cavana, elle est partie en criant « Non, je veux pas être photographiée avec un macaroni ». Et lui, le petit italien, là, voilà... il l'aimait encore, il l'a toujours aimé, quoi. Ça lui a jamais posé de questions jusqu'à sa mort. Enfin, il pensait à elle. C'est Gisèle qu'elle s'appelait? Ginette, je crois. Ginette, ouais. Ouais, on l'entend qui dit, mais je m'en moque, Ginette, je t'aimerai toute ma vie. Voilà, et ça, quand on entend ça, on craque, quoi. Là, je vais me retenir pour pas pleurer en direct, parce que bon, c'est vraiment... Et c'est ça, Cavana, quoi. C'est d'abord l'amour des femmes, un amour vraiment extraordinaire pour les femmes. Il a eu une de ses compagnes, une de ses premières compagnes,
je crois, qui avait été en camp de concentration aussi. C'était une Russe, pas une Russe, non. Il a eu une Russe aussi qu'il a perdue, dont il a fait une fois une relation intime avec elle en camp de concentration. Et après, ils sont plus jamais revus. Il a cherché aussi elle toute sa vie. D'ailleurs, il a écrit un bouquin, je crois que c'est les Ruskov, où il raconte cette histoire d'amour et il invente la suite qui n'a jamais eu lieu. Et quand il était à Paris, sa première compagne, qui avait aussi souffert, elle avait été torturée, etc. Ils étaient au cinéma et elle est morte à côté de lui au cinéma, tu vois. C'est le mec. Bon. Et toi, tu disais que chez vous, en fait, le papa de Cavana venait travailler dans votre maison. Oui, dans les Ruskov, dans les Rital, il parle de son père qu'il adorait, qui parlait à peine français, qu'il l'appelait François, parce qu'il pouvait pas prononcer le mot de François, il disait François. Et alors, il écrit comme son père parlait, enfin, c'est son père qui parle. Et il disait que son père, il vidangeait les fosses septiques à Nogent, en plus de son travail de maçon. Comme tous les Italiens de Nogent, c'était les Piémontais, ils venaient tous du même village, ils partaient tous le même dialecte. Ils parlaient même pas italien, c'était un dialecte italien. Et moi, je me souviens que la fosse septique de la maison, j'en ai parlé après avec mon père, parce que moi je savais pas que c'était ce vieux bonhomme, ce vieux bonhomme pour moi, parce que j'étais tout petit, j'avais quelques années, quoi, qui venait nettoyer la fosse septique, toi, avec une casquette, je me souviens, un truc comme ça. Et mon père, j'en ai parlé plus tard, quand j'étais un adulte, il m'a dit oui, c'était le père de Cavana, c'était monsieur Cavana qui venait nettoyer la fosse septique, vous voyez. Et Cavana, son père, c'était, voilà, sa mère adorait Cavana, le fils. Et quand elle a eu son fils, elle n'a plus couché avec son père. Elle faisait chambre à part, elle couchait dans un lit cage, et papa il couchait dans le lit nuptial. Voilà. Enfin voilà, une espèce de chose. Sa mère était très fière qu'il soit le premier à l'école et tout, tu vois. Et elle rêvait qu'il soit dans les postes ou un machin comme ça, manque de proue. Il a fait tout le contraire, comme beaucoup d'enfants. On croit qu'on va en faire des notaires, puis ils deviennent poètes. C'est le cas de Cavana, il est devenu un poète, et il a été pour des générations, pas seulement la mienne, mais les générations suivantes, il a été vraiment quelqu'un qui donnait envie à ces générations d'être différents. Non, Jean ? Ah bah moi, mon premier numéro d'Harakiri, j'ai jamais oublié, parce que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient le même humour que moi et je savais pas. C'est ça. Tu vois, ça m'a ému au-delà de tout. Oui. Bien sûr. Alors, au-delà, si vous voulez, de ce que dit Jean, là, et c'est la vérité, c'est vrai que c'est quelqu'un... Mais non seulement il a transformé l'humour français, qui a été un peu lourdingue, on peut pas dire autre chose, Courteline et compagnie, quoi, bon, c'est pas franchement léger. Ils ont Harakiri, puis Charlie Hebdo... Je parle plus maintenant. Maintenant, c'est différent. C'est une entreprise commerciale, mais à ce moment-là, ils perdaient tout le fric qu'ils pouvaient. Quoi, je veux dire, le directeur Choron était ruiné. Enfin bon, il payait pas les cotisations sociales. Cavanet s'est retrouvé avec 3 ans de cotisations sociales sur sa carrière. Ça fait un peu léger pour une retraite, quoi. Il en veut pas du tout à Choron, d'ailleurs, voilà, parce que c'était un mec, paraît-il, aussi pas mal, un ancien parachutiste qui avait fait l'Indochine. Faut le faire quand même. Voilà. Enfin, pour vous dire que Cavana, c'était un grand personnage pour nous. Hein, il s'est jamais monté du col, il a jamais ramené vraiment. Mais moi je trouve qu'il a vécu une vie extraordinaire. Où surtout, c'est tout ce qui a dominé sa vie, c'est l'amour. Voilà. On n'a pas besoin d'être bon Dieu-zard ou machin comme ça pour être amoureux de la vie. Lui, c'était un vrai laïc, c'était quelqu'un qui avait vraiment ni Dieu ni maître, un vrai. Ouais. Pas comme on les aime ici. Ouais. Il y en a peu. Mais ceux qu'il y a, c'était vraiment des mecs, voilà, une vie exemplaire. C'est pour ça que c'est terrible d'entendre le Figaro lire un article élogieux du Figaro ou d'entendre Hollande ou Filippetti lui rendre hommage. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Non mais l'indécence n'a pas de limite. Surtout Filippetti, parce qu'elle est italienne aussi. Il avait un grand-père italien qui a été arrêté par la Gestapo, etc. Son père, etc. Et elle, voilà, elle va rendre hommage à un mec, à un Italien, un fils d'Italien, qui n'a jamais renié ses origines, qui n'a jamais renié sa classe, qui toute sa vie a revendiqué ça. C'est pas du tout la même chose. Il s'est pas marié avec une ancienne du GUD. Voilà. Et puis, tiens, pour finir, on reprendra 2 citations de son encyclopédie, 2 définitions plus exactement de son encyclopédie, le saviez-vous ? La première, elle est liée à la peinture, hein, elle est bien connue, c'est
Beethoven était tellement sourd que toute sa vie il a cru à Beethoven. Beethoven était tellement sourd que toute sa vie il a cru qu'il faisait de la peinture. Et la suivante, elle est liée à la mécanique. Ouais. C'est en courant aérodynamique, c'est en courant avec une enclume sur la tête qu'André Citroën a inventé l'aérodynamique. Voilà. Très bien, mon Jean. Bon. Bonne conclusion. Salut Cavana. On peut toujours le lire, Cavana. C'est comme Reiser, hein. Ça ne se démode pas. Non, voilà. tout à fait. Le livre de la semaine, c'est une histoire de la misogynie, Robert, de l'Antiquité à nos jours. T'es pas concerné, mais il y a quand même quelques mâles qui sont concernés, voilà. Par Adeline Gargam et Bertrand Lançon. C'est aux éditions Arché. A-R-K-H-E, accent aigu. Voilà, ce bouquin de 312 pages, dont la couverture est illustrée par les 3 grâces de Lucas Cranach. Tu peux peut-être m'expliquer pourquoi. Très jolie couverture, en tout cas. J'imagine que c'est lié à la représentation de la séduction féminine, mais bon, je trouve ça un petit peu léger pour l'instant. En tout cas, il ne se justifie pas là-dessus. Ce petit bouquin, 312 pages, c'est pas un petit bouquin, se veut l'archéologie d'un mépris, en fait, celui de la femme et de la féminité, celui qui s'exprime en Europe depuis la haute antiquité. Aucune histoire, en fait, de la misogynie n'avait jamais été publiée, ni même écrite jusqu'à ce jour en France, mon cher Robert. Non, ça m'étonne pas. Alors, son sujet ne porte pas simplement sur la femme en tant que telle, mais sur le constat assez terrible qui s'impose quant au regard péjoratif porté sur les femmes et la féminité. Ces regards sont ceux des hommes, bien évidemment, parfois intériorisés par des femmes. Ils sont puissamment ancrés dans les mentalités par le langage, les théories, les images, les croyances et même le droit. Ainsi, les vecteurs de la misogynie sont extrêmement divers et moins resserrés qu'on croit. Poètes, artistes, médecins, philosophes, enseignants, médias, mais aussi hommes d'église en tout genre, politiques et juristes. Alors, comme tout archéologiste, ce livre définit un terrain de fouille, l'Europe, et nous entraîne dans un voyage autour des textes de l'Antiquité au XXe siècle. On y découvre que la misogynie s'exprime au travers de thèmes transmis et ressassés de génération en génération, et profondément ancrés dans notre culture et dans notre vie quotidienne. Comment comprendre la misogynie, Robert ? C'est incompréhensible. Totalement, pour nous, c'est complètement incompréhensible. Ouais. Procède-t-elle uniquement de cette culture enracinée au plus profond de nous ? Est-elle partie intégrante de la masculinité ? D'une virilité façonnée par le vieux modèle patriarcal ? Ça, je crois qu'on peut répondre oui sans beaucoup d'hésitation. Le déclin de ce dernier serait-il susceptible d'entraîner la fin d'une misogynie que l'on pensait indétrônable ? Enfin voilà quelques questions essentielles, entre autres, auxquelles les auteurs tentent de répondre de façon claire et accessible. C'est important de le préciser. Oui. Voilà. Et c'est encore un livre recommandé par les animatrices de l'émission Femmes Libres qui a lieu tous les mercredis à 18h30 sur cette même radio libertaire. Dis donc, mon Jean, vous avez entendu les Femmes Libres, Vous avez un franc. Non, mais sur le choix des 3 grâces de Lucas Cranach, je suis pas complètement d'accord, si tu veux. Je trouve qu'il n'y a pas de misogynie là-dedans. Représenter la séduction de la femme, c'est pas forcément la réduire à sa seule séduction. Bien sûr. Ouais. Tu vois ? Non, ça je suis d'accord, mais il faut la remettre dans le contexte. Il y a de la misogynie dans la peinture. C'est pas du côté de Cranach, je crois qu'il faut aller la chercher. Non. Mais on en parlera une autre fois. Ouais, je suis d'accord. Mais enfin, c'est une belle couverture parce que ça doit inciter à la lecture et puis c'est vrai. puis d'être plus critique envers les misogynies. Voilà, donc histoire de la misogynie de l'Antiquité à nos jours, Adeline Gargam et Bertrand Lançon aux éditions Arché. D'accord, merci mon Jean. On apprend encore quelque chose. Ouais. Après l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel qui a fait reculer les droits des comités d'entreprise, des DP, des CHSCT, des CDI, les syndicalistes n'ont pas été amnistiés, les élections prud'hommes supprimées, l'inspection du travail passée à la moulinette. Voici le pacte de responsabilité, un virolo de plus vers le libéralisme de notre président. Mais où va-t-il s'arrêter à force de pencher tant vers la droite ? Même pas d'effet culbuto pour récupérer quelques mesures vraiment de gauche en compensation. Dommage. Le cadeau qu'il vient de faire aux MEDEF et aux entreprises est conséquent. 100 milliards d'euros contre 1 million d'emplois, alors qu'on pourrait même en créer 4 ou 5. Un billet intéressant sur le blog de Gérard Filoche, un inspecteur du travail. Malheureusement, Filoche, toujours au PS, dans l'espoir d'orienter sa politique. Bon. Encore un naïf. L'espoir fait vivre. Ouais. L'espoir fait vivre, ouais.
Gérard Filoche, dont on avait beaucoup entendu ou lu ses propos virulents contre la réforme des retraites. Même Madame Parizeau, qui dit ne plus rien avoir à faire avec le MEDEF, est ressortie donc pour crier pas de contrepartie. Pour Pierre Gattaz, ce serait suicidaire de s'engager dans la voie de donner des objectifs chiffrés d'embauche. Le patronat veut bien encaisser les milliards que lui propose le président de la République, mais n'a pas l'intention de rendre quoi que ce soit en retour, ni en emploi, ni en compétitivité. Aucun engagement, rien. Aucune sanction n'est prévue non plus pour non-respect des contreparties envisagées. Seul un observatoire sera créé. Les patrons dominés par la finance n'ont aucun intérêt à l'emploi. Ils utiliseront les aides reçues dans l'économie, exactement comme les banques l'ont fait depuis 2009. Les banques qui se portent maintenant très bien. Recapitalisées par l'État, elles versent à nouveau des dividendes massifs à leurs actionnaires. Chercher toujours plus d'euros à mettre dans la poche des actionnaires, les entreprises ne produisent qu'à 70% des capacités de production qui sont les leurs. Ça rapporte plus de ne pas produire que de produire. Comme le regrette un industriel de Aéro-Engine, les marges ont baissé parce qu'on a vendu plus que prévu. Les entreprises ne veulent pas être compétitives, elles veulent être rentables au maximum. Si elles voulaient être compétitives, elles le seraient immédiatement. Il suffirait de baisser les 210 milliards de dividendes qui grèvent l'an passé le coût de leurs produits. Mais non, elles s'attaquent au coût du travail plutôt qu'au coût du capital. Ces milliards qu'elles gagnent ou reçoivent, plutôt que de développer l'économie, elles les placent aux îles Caïmans. Ah, les pourris! Pour donner cet argent au privé qui n'en fera rien, le gouvernement réduit l'emploi. Dans le public, il creuse le trou du chômage qu'il prétend combattre. Des emplois manquent partout, dans la police, la justice, l'inspection du travail, le fisc, l'école, les hôpitaux, l'équipement, les services publics. Et il va y en avoir davantage de supprimés. Rappelons la TVA à 5,5 accordée aux restaurateurs. Elle aura coûté 3 milliards pendant 4 ans et n'aura rapporté aucun emploi. Mais 3 milliards, c'est le coût de 100 000 emplois dans la fonction publique qui ont été supprimés. Le président, le Premier ministre, le ministre du Budget engagent en vue de financer la baisse du coût du travail promise aux entreprises dans le cadre du futur pacte de responsabilité, un plan d'économie de 50 milliards d'euros entre 2015 et 2017. Cela se fera par moitié par des réformes structurelles et par moitié sur l'État et la branche maladie de la sécurité sociale, ainsi que sur les retraites et la branche famille. Et l'on viendra nous bassiner avec le soi-disant trou de la Sécu et la fraude des pauvres aux prestations familiales et ces années de boulot rajoutées les unes aux autres. Cela fait 25 ans que des aides, exonérations sont ainsi données aux entreprises sans effet et en même temps que l'austérité budgétaire, la récession s'accroît. C'est comme un jardinier qui arrose la rivière pendant que son jardin s'assèche. Ça, c'est Gérard Filoche qui le cite. Ouais. Bah oui, moi je me souviens quand j'étais, il y a plus de 30 ans, il y avait la sidérurgie française, enfin le bassin du Nord, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, avec des grandes boîtes de sidérurgie. L'État, à cette époque-là, c'était du temps du De Gaulle, je sais pas quoi, a filé des milliards à l'industrie sidérurgique pour qu'elle se modernise, etc. Et voyez où on en est maintenant. Et ces milliards, c'était comme maintenant, c'était investi aux îles Caïmans, etc. Mais que dalle pour l'industrie, pour la moderniser, la rendre plus compétitive, etc. Voilà. Et les derniers avatars, c'est Florange, vendu à un milliardaire indien qui exploite avec honteusement toutes ces choses-là pour avoir des subventions en plus, tu vois, et puis fermer les entreprises, voilà, pour remercier l'État qui lui a fait des subventions. Non, enfin bref. Et qu'est-ce que tu disais au café ce matin, que Gattaz distribuait des badges Oui, il distribue des petits badges, des pins, là je sais pas comment on appelle ça, avec 1 million d'emplois dessus. Et même au MEDEF, ils ricanent, les mecs, quand ils voient ça, quoi, tu vois. Ils ricanent en disant, ouais, c'est papa qui lui a donné, quoi. Vous savez que son père était aussi président du MEDEF, aussi con que son fils, d'ailleurs. Mais enfin bon, voilà. Pas dire que Parizeau était mieux, mais elle était plus jeune déjà. Elle avait l'air moins conne, quand même. Que moins fière de l'être, je crois. Oui. Oui, c'est ça, très bon. Moins fière de l'être. D'accord. Donc je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40. Si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales. Oui, pendant les pauses musicales, hein, pas quand on blablate, parce que Dominique, elle est obligée de rester dans la régie. Quand je serai membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de défendre tous ceux qui payent l'ISF
et la liberté d'entreprendre. Et je me battrai pour qu'on baisse significativement les charges, étant donné ce qu'on encaisse pour que nos manœuvres aient plus de marge. Quand je serai membre du MEDEF, je serai le partenaire social de tous les précaires et des SDF. Car quand on est libéral, on rend le travail plus flexible. Et pour ce qui est de la justice, on promet la main invisible d'Adam Smith. Je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il me reste que, il me reste rien à la fin du mois. Quand je serai membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de foutre en l'air tout ce qui rapporte pas des aides et qui coûte cher aux fonctionnaires. Et je me battrai contre la crise pour relancer l'activité. Je prendrai qu'on la délocalise partout où on peut l'exploiter. Quand je serai membre du MEDEF, je dirais que le libre-échange peut tout, pendant que j'engrangerai les bénéfices. En embauchant à moindre coût, je serai pour un État régalien, armé des lois de la police qui se tiennent main dans la main d'Adam Smith. Je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il me reste que, il me reste rien à la fin du mois. Ils disent que le droit du travail n'est pas favorable à l'emploi parce qu'il est trop contraignant et contre-productif. Ils disent que le salarié devrait ne devoir compter que sur soi parce qu'il ne peut pas y avoir de projet collectif. Ils socialisent les coûts et privatisent les bénéfices. Les biens publics ne valent le tout qu'à condition qu'ils s'enrichissent. Alors je me dis que je dois pas être le seul en lice à vouloir mettre ma main dans la gueule d'Adam Smith. Pourquoi il me reste que, il me reste rien à la fin du mois. Je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Je comprends pas pourquoi il me reste que, il me reste rien à la fin du mois. Je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il me reste que, il me reste rien à la fin du mois. C'était Volo, le MEDEF. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, avec notre camarade Piquet-Cou à la régie, à la programmation musicale, et puis à tant d'autres choses, au téléphone, etc., etc. Notre Jean, notre hussard noir, qui va vous causer bientôt dans le poste, d'un extrait de La fille souterraine et autres enquêtes par Henning Mankell. Il paraît que c'est un mec... La fille, non, la faille. Il arrête pas. Hein? La faille souterraine. J'ai dit quoi, la fille? La fille. Ah merde, pardon. Et je rappelle... ça doit être le truc sur la misogynie. Oui, c'est ça. Oui. Hein, et je rappelle aux auditeurs... Et sur le Cavana. Ouais, c'est ça. Et je rappelle aux auditeurs qu'il ne faut pas téléphoner quand nous blablatons, parce que Dominique, alias Piquet-Cou, alias tellement d'autres choses, est occupée et elle ne peut pas répondre. Voilà. Alors, il faut téléphoner quand nous on parle, mais pas quand Piquet-Cou est occupé. Quand il y a de la musique. Quand il y a de la musique, oui. Voilà, alors la faille souterraine et autres... Et là, il y a quelqu'un qui téléphone. Tu vois, en plein blabla. Ah, mais tant pis. Piquet-Cou ne peut pas s'absenter. La faille souterraine et autres enquêtes par Henning Mankell. En fait, là, mon beau paysage, le thème de notre émission d'aujourd'hui, ça prend tout son sens, tu vois. Parce qu'avec la série du commissaire Wallander, Henning Mankell, il a largement débordé du frontière du polar et brossé le roman, on ne peut pas le dire autrement, de l'inquiétude suédoise. Chaque livre est une variation sur le thème qu'est devenu l'état de droit au cours des années 90 en Suède. Comment la démocratie, mais je pense qu'on peut l'étendre largement à toute l'Europe, comment la démocratie peut-elle survivre si le fondement même du droit est entamé? La démocratie, Robert, a-t-elle un prix qui sera jugé un jour trop élevé pour qu'il vaille la peine de le payer? Ouais, on se gay, hein.
Non, pas gai comme question. Non, pas gai du tout. Eh ben, tu vois, pourtant, il y a à boire et à manger dans Énigme Manquelle. Mais écoutons plutôt Piquet-Coup. D'accord. La seule personne avec qui il eût jamais essayé de parler politique était son père. C'était un être capricieux aux réactions imprévisibles, capable de se mettre dans des colères insensées, comme le jour où il avait failli couper définitivement les ponts avec son fils, parce que celui-ci avait annoncé son intention d'entrer dans la police. De rage, il lui avait balancé un pinceau à la tête en lui criant de disparaître et de ne jamais revenir. Il ne tolérerait pas l'existence d'un policier dans la famille, avait-il crié. La dispute avait cessé de façon abrupte. Le père s'était muré dans un silence hostile. Reprenant sa place devant son chevalet, il avait commencé à tracer, en s'aidant d'un carton, les contours d'un coq de bruyère. Il peignait toujours le même motif, un paysage de forêt auquel il ajoutait parfois ce coq. Le téléphone sonna. Il se rassit pour répondre. C'était son père qui l'appelait de chez lui à Lederhoop. « Je croyais que tu devais passer hier soir. Tu commences à perdre la boule. Je croyais que vous aviez des blocs-notes et des carnets dans la police. » Le paternel. « Tu sais quoi ? Tu devrais noter dans ton carnet que tu dois venir ici pour interroger ton père en vue de l'interpeller. Ça t'aidera peut-être. » Wallander n'eut pas la force de se mettre en colère. « Je passerai vers 19h. Là, tout de suite, j'ai du travail. » Il raccrocha. Mon père est le roi du chantage affectif. Et le pire, c'est qu'il réussit toujours son coup. Il arriva à la maison de son père à 19h moins 3 minutes. Il ne neigeait plus, mais les nuages pesaient sur la plaine. Il vit que la lumière brillait dans la remise que le vieux avait transformée en atelier. Il inspira l'air frais en traversant la cour. La porte était entrebâillée. Son père avait dû entendre arriver la voiture. Il était devant son chevalet, coiffé d'un vieux chapeau, ses œufs de myope à quelques centimètres de la toile. L'odeur de térébenthine donnait toujours à Wallander la même sensation d'être chez lui. « Voilà ce qui subsiste de mon enfance, pensait-il souvent. L'odeur de térébenthine. »« Tu es à l'heure, dit son père sans le regarder. »« Je suis toujours à l'heure. » Il débarrassa une chaise des journaux qui l'encombraient et s'assit. Le père était occupé à peindre un paysage avec coq de bruyère. À son entrée, il venait de poser le carton sur la toile où il avait fini son fond de ciel crépusculaire. En le regardant faire, il éprouva un brusque élan de tendresse à son égard. C'est le dernier de sa génération. Après lui, le premier dans la file, c'est moi. Le vieux rangea ses pinceaux et son carton et se leva. Ils allèrent dans la maison. Le père fit du café et posa sur la table en même temps que les tasses 2 verres à aquavit. Wallander hésita, puis décida d'accepter. Il pouvait bien boire un verre. « Poker, dit-il. Tu me dois 14 couronnes depuis la dernière fois. » Son père le dévisagea en plissant les yeux. « Je crois que tu triches, dit-il lentement. Mais je n'ai toujours pas compris comment tu faisais. » Wallander n'en croyait pas ses oreilles. « Tu veux dire que je tricherais au poker avec mon propre père ?» Pour une fois, le vieux parut battre en retraite. « Non, peut-être pas quand même. Mais je trouve que tu as beaucoup gagné ces derniers temps. » J'avais un père un peu comme ça. Il perdait jamais. C'est une très très belle création en fait. Ce paternel, ce flic d'abord qui est pour le moins neurasthénique et compliqué. Ouais. Et ce père qui peint toujours le même paysage. Il y a des Russes en fait qui arrivent en Mercedes et qui emportent toutes ces toiles comme ça au fur et à mesure. Ce même paysage de forêt suédoise mélancolique avec ou sans coq de bruyère, tu vois, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment une sorte de... Il y a le fils qui fait des enquêtes sur le terrain qui sont quand même pas gais tous les jours et ce père dont la peinture est une métaphore en fait du malaise diffus qui secoue la société suédoise. C'est remarquable cette série. Ah ouais. Et je voudrais te poser une question qui est pas vraiment en dehors du sujet, mais qu'est-ce que c'est que ce putain de carton? Le carton avec lequel je sais pas, il protège sa peinture comme ça. Tu utilises quoi, toi? Tu peins comme ça, une manière horizontale. Lui, apparemment, il utilise un carton avec lequel il peut s'appuyer sur la toile en faisant un minimum de dégâts à la peinture qui est encore fraîche. C'est comme ça que je l'ai compris. Ouais, exactement. Tu sais, il y a des tampons comme ça au bout d'une baguette. C'est ça, les appuis-mains. Voilà, on appelle ça un appui-main. Un appui-main, tout simplement.
Voilà, la faille souterraine et autres enquêtes, là, c'est la jeunesse, en fait, ça a été publié, c'est des livres qu'il a écrits, enfin, des enquêtes qu'il a écrits, il était jeune, elles n'avaient pas été publiées, et là, elles sont publiées, en fait, alors que le commissaire Wallander, l'âge venu, est atteint de la maladie d'Alzheimer et tout, ouais, c'est pas très, très marrant, mais donc, voilà, il le fait revenir, en fait, dans les premières enquêtes de sa jeunesse. Voilà, la faille souterraine et autres enquêtes est publiée aux éditions du Seuil. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Robert fille du caméra public. Téléphone 01 48 05 34 08 et site internet librairie-publico.com. Ouais, mon Jean, j'ai pas fini pour mon interrogatoire. Oui, vas-y, continue. Non, parce que, je veux dire, c'est en même temps, c'est vraiment que tous ces romans, il y a son père dans le coup. Ouais. Ah, donc c'est quand même un truc d'une relation fils-père compliquée, et c'est dans cette relation que tu vois une autre relation avec le mal-être de la société. Absolument, absolument, oui. Et dans la peinture du père aussi, la façon dont il l'a décrit, ces paysages mélancoliques et tout, je trouve. Puis bon, oui, c'est une relation compliquée. Dans une des enquêtes d'ailleurs qu'on trouve dans ce livre, son père s'est juré de faire un voyage en Égypte. Ouais. Et il attend d'être très très vieux pour le faire. Et comme il s'est juré de grimper au sommet d'une pyramide et que c'est interdit, le commissaire Wallander il est appelé par la police égyptienne. Son père a été arrêté en Égypte. Ils l'ont chopé alors qu'il était en train de grimper. C'est rigoureusement interdit là-bas de grimper sur les pyramides. Donc il a été mis en tôle et il est obligé d'aller le rechercher. Enfin, c'est un pataquès, tu vois. Donc c'est des rapports comme ça d'amour-haine qui sont... qu'on peut rattacher... Encore une fois, au mal-être de cette société. Tout à fait. Et puis il y a c'est assez curieux la façon dont c'est fait, mais même la façon dont son père est habillé, il l'insupporte, quoi. Il aimerait en fait se fondre, lui, tu vois, devenir invisible. Et il dit à son père, tu pourrais pas t'habiller comme n'importe qui pour une fois, tu vois. Alors le père, il résiste justement à ce côté de plus en plus lisse de la société. Complètement. Voilà, c'est une métaphore de cette résistance. C'est super. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est quand même un emmerdeur. Et c'est intéressant d'avoir choisi un père qui est peintre aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Non, tu crois que c'est intéressant? Non, c'est intéressant, ça doit signifier quelque chose. Ah bah oui, ça signifie, oui. Bon, d'accord.
c'était Jacques Brel, fils d'eux. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui est toujours sans Dieu, sans maître et sans pub, un racaille avec Piquet-Cou, avec et merci à l'auditeur qui m'a remonté les bretelles gentiment en me disant que non, Cavana n'était pas piémontais, mais qu'il était plutôt d'Émilie-Romagne. Voilà, de Plaisance. De Plaisance, en Émilie. Moi, je suis marrant parce que j'avais Moi, toujours... je trouve qu'il y a trop de régions en Italie. Oui, non mais oui. C'est marrant parce que j'avais toujours entendu, à Nogent en tout cas, mais les Nogentais sont un petit peu, comme beaucoup de Français, la géographie, c'est pas leur truc, qui disaient que c'était les Piémontais. Enfin bon. Je suis content d'apprendre que c'est les Émilie-Romagnais. Merci en tout cas à cet auditeur, parce que c'est quand même bien que les auditeurs participent, surtout quand on dit des conneries. Parce que je dis des conneries, parce arrive moi, quand même. mes camarades n'en disent jamais. Moi aussi. Je suis pas sûr. Enfin bon. Si. Piquet-Cou, non. Non, tout à fait. Non, tout à fait à l'abri, mais. Ouais. Non, nous, je pense qu'on se partage bien le terrain de la... Il vaut mieux qu'on dise ça parce qu'il y a les femmes libres qui risquent de nous tomber sur le poil. Et là, ce serait moins drôle. Ça risque pas. C'est à toi, Robert. Oui, c'est à toi, Robert. Ah, c'est à moi. Comment Ah oui, moi, je vais vous causer l'histoire d'artiste. Robert raconte David Hockney et Eugène Leroy. Oui, parce que le problème, on veut parler de paysage, c'est-à-dire c'est un jeu de mots de notre genre, faut dire qu'il a un esprit hautement, comment on pourrait dire... Ah non, il y avait un terme, j'ai oublié, bon, c'est l'âge. Voilà, qui disait, quand j'ai su la chose, le paysage d'aujourd'hui, il est représenté par qui? Parce que moi, vous savez que mon paysagiste préféré, c'est Soutine. J'ai trouvé qu'il est vachement fort et tout. Et j'ai essayé de trouver des artistes contemporains d'aujourd'hui, quoi, des peintres, paysagistes. Et alors la cata. Ah bon. Sauf que j'ai trouvé, j'en connais d'ailleurs quelques-uns, Piquet-Cou en a trouvé un quand même. Hein Piquet-Cou en a trouvé un, dont elle va parler aujourd'hui. Paul Huet, 1803-1860. Là, je parle de 2000. J'ai bien compris. Oui, non. Et là, si on peut plus charrier. Non, je sais que le titillé, t'es très fort. et c'est une catastrophe, hein. Franchement, une catastrophe. C'est bien foutu, tout ça, mais alors... Il n'y a pas de tempérament, c'est mouligas, c'est vraiment, bon, de la technique, mais il n'y a pas de ventre là-dedans. Bon, on n'entend pas les épais, on n'entend pas les héros, les flatulences, tout ça, bon. Et alors, non, Hockney, non, c'est pas du tout Soutine, mais enfin, c'est un peintre qui est dans la grande tradition de la peinture de paysage anglaise. On retrouve des constantes dans son travail, mais c'est un type qui a une puissance de travail déjà énorme, et j'ai découvert parce que je le connaissais depuis longtemps et j'aimais son travail depuis longtemps, mais je l'avais jamais vu à l'œuvre. Et il y a un doc sur YouTube, je crois, extraordinaire. C'est en anglais, mais il parle un anglais tellement pur que il faut vraiment être un imbécile et rien connaître à l'anglais pour pas comprendre un peu ce qui se raconte. Mais enfin, en tout cas, il y a les gestes. On le voit sur le motif. Pour moi, un peintre de paysage, il est sur le motif, il reste pas dans son atelier. Il va sur le motif en hiver, en été, dans n'importe quelle saison, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il tonne, qu'il neige, c'est extraordinaire. Enfin, il a un assistant quand même qui fait tout le boulot pour lui, qui prépare tout le boulot, c'est déjà pas mal. C'est quand on doit déballer tout son merdier et puis s'installer, tout ça, ça demande du temps. Et on a le temps de plus avoir envie de peindre, voilà. Tandis que lui, bon. Et alors, il peint sur le motif et j'ai découvert que c'est parce que j'ai essayé, je sais pas si vous vous souvenez, de m'y frotter il y a quelque temps, et j'en ai chié, mais c'est quelque chose de pas possible. J'ai fait des cacas monumentaux. Et là, Hockney, non, il travaille directement au pinceau avec ses couleurs, il fait pas de dessin préparatoire. Mais alors, faut voir Mais tu vas recommencer au printemps, non? Oui, je vais recommencer. Je ne vais pas lâcher le truc tout de suite. T'aimes souffrir quand même un petit peu. Oui, un petit peu. Sinon, tu ferais pas de peinture. Non, sinon, je ferais pas de peinture. Ça, c'est vrai, mon genre. Enfin bon, vous verrez, c'est fascinant de voir ça. Fascinant surtout pour les artistes, parce que ça leur montrera ce que c'est qu'un artiste. Déjà, c'est pas mal. Un mec qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il fait, quoi. Il attaque des formats énormes. Alors, il a une particularité, c'est qu'il travaille par petits formats ensemble. Voilà. Il installe 6 toiles sur des chevalets et il fait son truc là-dessus, mais une séance, ça suffit. Hein.
probablement qu'il retravaille à l'atelier sur ce qu'il a déjà fait en plein air. Il travaille plutôt avec des jus, c'est pas un mec qui fait de la pâte comme Soutine, c'est plutôt des jus. Mais c'est quand même vraiment, vraiment intéressant. Il y a quand même, on sent vraiment quelque chose là-dedans, une espèce de pas de force, mais quand même c'est sa personnalité, quoi. C'est incontestable qu'il a un style, Hockney, et bon, ça peut ne pas plaire, mais je vois pas à qui ça peut pas plaire, quoi. À quelques intellos masturbatoires, mais autrement c'est plaisant pour le regard. On sent, il y a des couleurs chaudes, il y a des audaces même dans les harmonies de couleurs, des invraisemblables. Voilà. Alors j'ai trouvé Hockney et j'étais pas satisfait. J'étais content de voir ce doc sur Hockney. J'ai essayé de trouver des bouquins sur lui à la librairie de Pompidou. Il y en avait un énorme, à presque 100 €. Je me suis dit, bon, c'est un peu chaud pour moi, hélas. Et donc j'ai pas acheté. À la place, j'ai acheté un Pollock qui coûtait beaucoup moins cher, qui coûtait 9,9 €, qui est pas mal aussi. J'ai découvert le début de la peinture de Pollock, qui est pas mal, qui est intéressante quand même. Peut-être plus intéressante que son dripping, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Et d'un seul coup, je me suis souvenu que j'avais un bouquin sur Leroy. Vous savez, ce fameux Eugène Leroy dont on vous bassine depuis l'été ou l'hiver où on y est allé, au Moubla à Roubaix. Et c'est à Roubaix ou Tourcoing? Roubaix? Ouais. Et Tourcoing. Ah oui. Et là, Roubaix, c'est la piscine. Roubaix, c'est la piscine. Oui, c'est vrai. Et là, j'ai découvert dans le travail de Leroy, dans ses paysages, il a fait énormément de paysages, c'est ce qui domine dans son œuvre. Ben, j'ai trouvé le digne successeur de Soutine, quoi, parce que vraiment, quand on rentre dans sa peinture de paysage, incontestablement, ça fait penser à la force de Soutine, à sa folie. On retrouve les rouges de Soutine, on retrouve les verts de Soutine, on retrouve les jaunes de Soutine. Et je me suis dit, on aurait pu le connaître, parce qu'il est mort il n'y a pas tellement longtemps. Parce que c'est quand même fait plaisir de temps en temps de trouver un peintre vivant. Bon, il y avait Hockney, mais c'était presque un pis-aller quand je me suis rappelé que j'avais Leroy. Et là, je me suis plongé dans son bouquin, parce que j'ai un bouquin qu'on avait acheté quand on est allé là-bas. Et vraiment, mais c'est magnifique, vous pouvez pas vous imaginer, vous avez l'impression voilà, il y a un lien, c'est une continuité dans l'histoire de l'art moderne, quoi, quelque chose, il y a un fil là qui s'est pas rompu, mais c'est un sur des milliers ou des centaines de milliers d'artistes, on les connaît pas tous, mais enfin les grandes tendances, on les connaît à peu près, on sait à peu près ce qui se passe. Et là, je crois que c'est vraiment ça, c'est vraiment la peinture de paysage contemporaine, c'est-à-dire on voit pas le paysage, vraiment, c'est avec Leroy, même quand il fait des portraits, tout ça, on distingue vaguement avec un peu d'optimisme qu'il y a un personnage, et là c'est pareil, mais dans la touche, dans le magma, dans la couleur et tout ça, là on est chez Soutine. Là, je veux dire, et c'est incontestable, c'est pas une copie de Soutine, mais c'est, je crois, l'esprit ou en tout cas l'espèce de vitalité de Soutine qui s'exprime dans les peintures de Leroy. Alors je suis contente parce que grâce à notre Jean qui a eu cette idée, encore une fois, de parler du mon beau pays sage. Voilà. Tu vas être encore plus contente parce qu'en fait la semaine prochaine. Ouais. Piquet-Cou va lire un extrait d'un livre sur le roi où il y a quelques très belles lignes sur le... Voilà. Et le thème de notre émission, il va falloir que tu trouves autre chose à dire. Hein. Oui, non mais... Le thème de notre émission, ce sera, j'ai noté ça quelque part, soit toucher la peinture, ouais. Parce que c'est vraiment ça, hein, la peinture de le roi, elle donne envie d'un contact on la touche avec les yeux, mais on n'a rien à toucher avec les mains. Il faudrait quand même pouvoir la palper un peu, ou alors le sang sous la croûte, j'hésite encore, ou peut-être même gratter la croûte jusqu'au sang, on verra. Ça c'est super, oui, gratter la croûte jusqu'au sang. Mais je me demande si on n'a pas déjà nommé une émission un peu comme ça. Oui, Piquet-Cou au pile du chef, donc... Oui, je voulais vérifier ça, parce que j'ai noté ça là il y a 5 minutes, mais bon. En tout cas, merci à Jean, merci à Piquet-Cou qui m'a traîné dans le Nord par une journée glaciale et venteuse, je m'en souviendrai toujours. Un coup de peau, on a trouvé un petit resto ch'ti. Où il y avait consolé avec une carbonade, un pot de jevêche. Ouais, un pot de jevêche, c'est ça, voilà. C'était génial, avec une bonne bière. Bon. Mais à part ça, je veux dire que c'est très beau, mais quand il fait moins 10 ou je sais pas combien, qu'on se gèle le cul, c'est moins drôle. Voilà. Mais en tout cas, merci à tous les deux de m'avoir mis sur la voie de Leroy et d'avoir retrouvé chez lui Soutine que malheureusement, j'ai pas pu voir quand il était vivant.
Voilà, c'était America, un morceau de Bernstein, extrait du film West Side Story. Oui, c'était pour illustrer, peut-être d'une manière un peu biscornue, bon, ça nous plaisait, illustrer Hockney qui travaille en Californie depuis très longtemps, puis sa peinture qui est quand même une peinture un peu joyeuse, un peu colorée, un peu, voilà, qui a de la vie. Hein? Oui, il y a cette énergie dans il y a cette énergie, voilà, c'est ça. Et maintenant, nous allons passer la parole à notre Alice Sarnor, notre Jean, qui va vous parler, là c'est plus sérieux que moi, qui va vous parler à la fin du 10e, au début du 19e, des paysages pas si tranquilles. Ouais, parce que si tu veux, il est communément admis par les spécialistes, mais tu sais, ce qu'on leur offre des spécialistes dans cette émission. Oh oui. C'est une petite équipe soudée, comme tu aimes tant au sein de cette petite équipe soudée, comme tu aimes tant à le répéter. Ouais. Le 19e siècle est communément appelé le siècle de la peinture par excellence, tu vois. Ouais. Et pour moi, en fait, ça se situe à la charnière du 18e et du 19e. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que très périodiquement, on va dire comme mu par un mécanisme d'horlogerie, notre civilisation toujours plus urbaine tend à s'échapper vers les campagnes. Le paysage sert alors d'exutoire à une crise esthétique généralisée, la peinture n'ayant, semble-t-il, pas d'autre choix que de refléter avec autant de sincérité diverse qu'il y a d'artistes. Ça, c'est évident. Ces nostalgies que l'on peut qualifier de compensatoires. Le XVIIIe siècle va être non seulement celui des illusoires fermières aristocrates, mon cher Robert, tu ne me contrediras pas, mais également celui du tout aussi illusoire bon sauvage, auquel on prête généreusement des vertus que le citadin accompli ne posséderait plus. Une illusion qui crée ce malaise diffus que l'on sent dans toute l'œuvre que je qualifierais de prophétique de Watteau. Mais enfin, je vous ai déjà fait mon numéro sur Watteau il y a quelques semaines, c'est encore assez proche, je peux pas vous le faire tout le temps. Vous savez déjà ce que je pense de Watteau. Passons aussi sur les natures froufroutantes de Boucher, je peux pas dire autrement, qui est malgré son imagination et sa virtuosité, une synthèse à lui seul, en tout cas, de cette volonté d'illusion. Je m'excuse si c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Non, mais c'est habituel. Je vais essayer de prendre un peu de temps. Ouais, t'es dégueulasse. Un vrai renouveau du paysage se manifeste avec Hubert Robert. On n'a pas encore dédié de papier, je crois, à Hubert Robert. Ce serait bien qu'on le fasse, qui va si bien répondre au goût de son temps qu'il est encore aujourd'hui victime d'un discrédit, à mon sens, injustifié. Allié à sa tentation frémissante d'une nature sauvage et touffue, son imagination débridée l'a en effet pourtant mené jusqu'aux portes du fantastique, comme le prouve, je ne sais pas si tu connais, l'extraordinaire grande galerie du Louvre en ruine qui est visible dans l'aile Sully, au second étage de ce même musée. Ouais. Tu connais ça, la grande galerie du Louvre en ruine? C'est assez fabuleux, qui est en partie d'ailleurs inspiré par sa nostalgie persistante de l'Italie, où il avait passé entre ses 20 et ses 30 ans une bonne décennie à voyager, Robert, à peindre et à dessiner. C'était des peintres itinérants, il faudrait qu'on s'en refasse une au passage. Grâce à l'extraordinaire liberté de sa facture, Fragonard va lui réussir à échapper au sujet académique et à la peinture galante, où il excelle pourtant, on ne peut pas le dire autrement, pour faire jaillir de la toile des paysages réellement foisonnants. Le meilleur du paysage français du XVIIIe siècle est tout entier résumé dans deux grands panneaux sublimes, réalisés à la toute fin de sa vie, la Fête à Saint-Cloud et la Fête à Rambouillet. En Angleterre, tandis que l'art officiel s'en tient aux portraits, aux allégories, on va dire, ou aux scènes, ou à des scènes d'inspiration littéraire volontiers fantastiques, une foule de peintres s'en vont travailler dans la nature, bien avant les impressionnistes, je le répète au passage, à la recherche de cette lumière nouvelle qu'a imposée un peu auparavant Richard Wilson, qui est très injustement méconnu chez nous, mais vous allez en découvrir un autre de méconnu avec Piquet-Cou tout à l'heure. Sa sensibilité très particulière annonce pourtant les paysagistes romantiques, et même Corot, n'ayons pas peur de le dire, Robert. Lançons-nous de temps en temps. Une évolution parsemée de paysages inquiétants et d'animaux sauvages, qui trouvera un aboutissement quelque peu apaisé chez John Constable. Oui, on en a déjà parlé.
Celui-ci, c'est le novateur romantique par excellence. Les scènes les plus familières prennent avec lui une intensité quasiment épique. Et moi, je suis persuadé personnellement que sans Constable, il n'y aurait même pas eu de Turner, tu vois, dont on peut dire pourtant sans rougir qu'il est un des plus grands artistes, de l'histoire de la peinture. Avec lui, le paysage sera empreint d'une vision carrément cosmique. Le 19e siècle connaît une révolution industrielle qui fait plus que jamais auparavant rêver les citadins des sérénités d'une campagne pourtant durement frappée par l'exode rural. Partout en Europe vont émerger pléthore de paysagistes de très grand talent. Je n'en citerai pour preuve que Caspar David Friedrich en Allemagne. Mais c'est en France, cocorico, Robert, que le paysage va connaître... Bon, mais de temps en temps... Ah bah oui, de temps en temps, on peut se la brosser, quand même. Allez les bleus. Non, je déconne. Allez les noirs. Mais c'est en France, cocorico, que le paysage va connaître l'évolution à la fois la plus régulière, la plus étonnante et la plus complexe, passant du néoclassicisme au romantisme puis à l'impressionnisme. Les artistes vont en effet cesser d'œuvrer individuellement, attention, ça c'est une donnée qu'il faut vraiment garder, pour se regrouper en mouvements plus ou moins homogènes, d'ailleurs, voire même en école. La première de ces dernières est l'école de Barbizon, la fameuse école de Barbizon, mais ceci est une autre histoire que mes deux camarades vous ont abondamment et talentueusement compté en juillet et en août 2012. Ah bah ouais, quand même. Ça, c'est juste pour faire semblant d'avoir des souvenirs très précis alors que je suis allé chercher l'info sur notre propre blog. Et c'est pas fini, vous allez en avoir droit encore en 2014. Voilà, regardez ça de plus près, en tout cas, de la fin du 18e au début du 19e, des paysages pas si tranquilles à bien y regarder. D'accord avec toi, bonjour.
C'était Michel Buller, Matin d'automne. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, Piquet-Cou à l'origine, autre genre de Hussard Noir à l'histoire de l'art et à la mise en place de cette émission. Et puis aussi ma pomme, bon, vous connaissez mon blabla, c'est un peu toujours le même. Et puis et puis notre Piquet-Cou qui va vous parler d'un artiste, pour moi totalement inconnu, Paul Huette. Ouais. C'est un peintre du paysage du mouvement romantique, donc Paul Huette, 1803-1869, qui est né et mort à Paris. Il est tombé très jeune dans cet amour de la peinture, puisqu'à 13 ans, il dessine déjà en plein air des paysages d'Île-de-France comme l'île Seguin. Il est formé aux Beaux-Arts de Paris dans l'atelier de Gros, mais c'est à l'Académie suisse qu'a probablement eu lieu sa rencontre avec Eugène Delacroix. Il a 19 ans. Pas mal. Dans cet atelier libre du père suisse, Charles Suisse y dispensait un enseignement basé sur l'étude des modèles vivants. Toutefois, Paul Huette préfère l'étude de la nature en plein air à l'étude en atelier. En allant dès les années 1830 peindre et dessiner sur le motif à Barbizon, il est considéré comme le précurseur de l'école de Barbizon, à peu près à la même époque que Théodore Rousseau ou Corot. Pour Robert Gaillot, c'est quelques années plus tard. À peine. À regarder la route des Ligueurs à Fontainebleau, c'est une aquarelle et crayon noir, c'est magnifique. Voilà, il peint en Île-de-France, dans le pays niçois, en Normandie, en Auvergne, dans les Pyrénées et en Italie. Un peintre qu'on aurait aussi pu évoquer pour nos peintres ambulants. Ah oui, tout à fait. Oui. Il a une attirance pour les tourments profonds, les nuages sombres, les rafales, les vallons mystérieux, les pays, les arbres, les ciels fantastiques et imaginaires. En résumé, le spectacle de la nature sauvage. Comme l'écrit le critique littéraire Sainte-Beuve, la nature avant tout, la nature en elle-même, et avec toutes ses variétés de collines, de pentes, de vallées, de clochers à distance ou de ruines, la nature surmontée d'un ciel haut, profond et chargé d'accidents. Voilà le paysage comme l'entend Paul Huette. Comme aussi le 4e de couverture d'un livre qui s'appelle Paul Huette de l'aube romantique à l'aube impressionniste, Pierre Miguel, qui est l'auteur de cet ouvrage, la sensibilité tourmentée qui imprègne son œuvre, ainsi qu'une prédilection pour des paysages aux éléments déchaînés, comme des vagues gigantesques ou des ciels chargés, traité en touche large, le situe dans la veine du romantisme. Un romantisme qui, allié à une technique novatrice et une grande liberté de style, en font l'un des précurseurs de l'impressionnisme. Quoique expérimentale sous bien des aspects, la peinture de Huette ne jouissait pas moins d'une solide reconnaissance officielle qui s'est manifestée au travers d'expositions répétées au salon, de commandes prestigieuses de l'État et d'honneurs multiples, dont celui de professeur de dessin de la duchesse d'Orléans. Paul Huette et Eugène Delacroix seront liés par une très grande amitié, et c'est Paul Huette qui aura l'honneur de prononcer l'oraison funèbre sur la tombe de Delacroix. Eugène Delacroix, d'ailleurs, qui ne sera pas toujours très élogieux avec la peinture de son ami Huette, mais qui le félicite pour un tableau Inondation à Saint-Cloud qu'on peut voir au musée du Louvre. À la fin de sa vie, le peintre est isolé et représente des paysages romantiques de plus en plus tourmentés, comme le Gouffre, un paysage de 1861 qu'on peut voir au musée d'Orsay. Alors, si on veut voir le travail de cet artiste, on peut voir le fonds documentaire d'Île-de-France du domaine de Sceaux, qui est consultable en ligne. On trouve également dans ce fonds documentaire donc l'ensemble des œuvres de Paul Huette qui est conservé au domaine de Sceaux. Et apparemment, au musée du Louvre, on a une bonne dizaine de tableaux également. Merci, Piquet-Cou. Voilà, je suis très content que tu aies choisi cet artiste parce que c'est vraiment un passeur entre plusieurs époques du paysage, Paul Huette, et pour moi c'est carrément le Constable français. Ah ouais, carrément. Oui. Oui. Ah bah dis donc. Oui. S'il n'y a pas de Constable, pas de Turner, pas de Paul Huette, pas de Claude Monet, c'est tout. Voilà. Et pas l'impressionniste. Voilà. Exactement. Vous avez tout compris. Et nous, on fait quoi alors après? Eh ben, après c'est le désert un peu. On passe on va passer de David Hockney au désert, comme tu dis. Enfin, mais entre les derniers impressionnistes et David Hockney, c'est pour moi en tout cas, c'est le désert, parce que tous les gugus là de comment on les appelle, les cubistes, les sauvages ou les je sais plus quoi là, enfin bref. Ouais, mais enfin tout le printemps, tout l'été et une partie de l'automne dans la au fin fond de la forêt de Fontainebleau, on peut voir depuis quelque temps un artiste s'essayer à la peinture sur le motif. Pour vous dire que c'est pas de la tarte. Hein. Moi, j'attends beaucoup.
de cette expérience. Ça peut sembler comme ça une expérience, tu vois. Bien sûr, bon. On va passer à autre chose tout de suite, parce que comme le temps presse et que la mort vient, Nougaro, il ira se voir se faire mettre ailleurs. Désolé pour les amateurs de Nougaro, mais il faut passer tout de suite aux expos, à ne pas manquer. Voilà, et la première, c'est Guido Guidi Veramente. Excusez-moi pour l'accent, hein. Mais en tout cas, on se croirait. Moi, je m'y crois. Hein. On se croit en Sicile. Fondation, ça c'est à la Fondation Cartier-Bresson, 2 impasse Le Bouilly dans le 14e arrondissement de Paris, et c'est valable jusqu'au 27 avril 2014. Alors Guido Guidi, il considère, c'est un photographe actuel, il considère la photo comme un prolongement du regard, une manière de vivre en fait. De loin, on aperçoit des images pâlies comme usées par le temps. La plupart des tirages étant de petit format, à distance, les sujets apparaissent à peine définis, les couleurs quelque peu fades, parfois peu contrastées les unes par rapport aux autres. Ce sont en majorité des paysages périurbains, souvent sinistres, des bâtiments aux murs lépreux, un coin de rue d'où émerge à peine l'avant d'une voiture en stationnement, une porte entrouverte, ou bien encore un modeste immeuble jouxté par une relique de cheminée d'usine, manifestement à l'abandon, avec comme unique trace de vie un jeune enfant esselé sur un côté du cadre. Mais ce sont des photos couleurs en vérité, et la plupart d'une palette subtile, tandis que les ciels sont souvent d'un gris pâle sans nuance, ces petits espaces quasi déserts, ces bâtiments improbables, ces pots de fleurs au balcon sont marqués de stridentes nuances de carmin, de vert vif et de bleu canard. Un travail que je trouve marqué par le néoréalisme italien, mais ça fait référence au cinéma. Voilà. Je me souviens, j'avais peut-être une vingtaine d'années, je sais pas, peut-être un peu plus, je me suis baladé dans des banlieues où il y avait cette impression, quoi, tu vois, ça m'a marqué, mais vraiment, des banlieues désolées, des banlieues grises, sales, tu vois, avec, justement, ça commençait les usines commençaient à disparaître du paysage, et voilà, mais il y avait des choses avec des usines à gaz, des machins, des trucs, et pour moi c'était hallucinant, je me demandais comment des gens pouvaient vivre là-dedans, quoi, et il y en avait des gens qui vivaient là-dedans. Vous voyez, je me souviens, c'est pas un espèce d'hôtel tout pourri, tout seul, là, comme ça, au milieu d'une avenue immense, et c'était un hôtel, toi, il y avait des gens qui vivaient dans cet hôtel, toi, il y avait des trucs comme ça. Bon, voilà. Super photographe, Guido Guidi. Alors, deuxième exposition, le paysage à Rome, entre 1600 et 1650, c'est aux Beaux-Arts de Paris, 14 rue Bonaparte, dans le 6e arrondissement, du 11 février au 2 mai. Rome devient au tournant du XVIe siècle un lieu de prédilection pour le développement du paysage, offrant une diversité qui suscite chez les artistes italiens, mais aussi étrangers, une vive émulation. La ville éternelle attire pour ses richesses antiques, mais aussi pour la présence exceptionnelle d'une communauté internationale qui découvre la lumière et la campagne romaine. De nouvelles approches se mettent en place tout au long du siècle, notamment avec l'apparition du paysage idéal. S'interroger sur la manière dont les artistes ont appréhendé cette ville et ses environs est l'objet de cette exposition et du catalogue, à travers la collection des Beaux-Arts de Paris, qui compte un ensemble tout à fait exceptionnel de dessins dans ce domaine. La découverte de Rome commence par ses célèbres ruines antiques, son forum, qui sont représentés à travers le Jean de la Védoutée, déjà mis à l'honneur au début du siècle. La deuxième appropriation de la ville et ses environs passe par les promenades que les artistes entreprennent le long du Tibre. La Védoutée, ou védutisme d'ailleurs, dont on n'a jamais parlé encore dans cette émission. On fera peut-être un petit truc là-dessus. C'est 4. On compte sur toi. Bon, et après toute cette culture que vous avez dû vous gaver pendant 3 quarts d'heure, je comprends que ça peut des fois fatiguer. Moi-même, je suis un peu débordé par la culture de mes copains. Donc, vous causez des œuvres de la FA, ça sera plus reposant. Bon, l'édition du Monde Libertaire, d'abord. Petite maison d'édition pour un bouquin qui s'appelle No Border, usine à rêve. Tiens, justement, les usines sont dans le coup aussi. C'est un camp autogéré et c'est suites judiciaires qui ont inspiré cette BD, car c'est une BD. Il a rassemblé des personnes venues de toute l'Europe et parfois de plus loin pour lutter contre les politiques d'immigration et sécuritaire européennes en général et contre le SIS, système d'information Schengen en particulier.
Ouais, enfin, pour dire qu'on est vraiment fliqués, quoi. Les participants étaient des militants de collectifs, d'organisations politiques ou syndicales, des squatteurs, des membres de réseaux, des individus. Enfin, ça, j'aime pas le terme individu. Voilà. Outre les thèmes communs, ce qui unissait tout ce monde était le fonctionnement autogestionnaire et l'approche anti-autoritaire et libertaire. Voilà. C'est une bande dessinée, donc, qui s'appelle No Border, et en sous-titre Usine à rêve. Voilà. C'est donc aux éditions du Monde Libertaire. Le prix, c'est 6 € et c'est une bande dessinée d'auteurs, au pluriel, et puis je crois que c'est les éditions Bettina Julia ou quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà, je suis pas tout à fait au point dans mes commentaires, mais bon. Et puis tout de suite le Monde Libertaire, celui qui va paraître jeudi, dont notre camarade Thierry de Jazz en Liberté m'a laissé... Hein? Ah oui, mais je me gourre toujours. Pardon, mon Thierry. Je suis toujours. J'espère que tu vas pas remonter les bretelles comme on les a remontées. Ah bah non, sinon tu vas le faire à chaque fois. Donc, sinon, ça va finir par être fatigant. Un camarade que j'aimais bien, il a glissé malheureusement, qui s'appelait Jacques, voilà, de l'émission Chronique Hebdo. Et je crois que j'avais caviardé le mot Chronique Hebdo. Alors je me suis fait engueuler, mais faut voir en direct, c'était pas triste. Bon. Mais je te pardonnais, hein, Jacques, t'inquiète pas, je t'aimais trop pour pas te pardonner. Voilà, donc le Monde Libertaire, vous avez un article syndical du camarade Guillaume Goutte, qui est syndicaliste lui-même. Ne reculons plus devant eux. C'est tout ce que je peux vous dire, hein, parce que je l'ai pas encore lu, puisque c'est jeudi. Thierry en savait plus, parce qu'il participe à la mise en page et tout ça, il fait tout, ce mec. C'est vraiment un vieil anard comme je les aime. Et puis aussi la météo syndicale par Germain, l'Union européenne et les gaz de shit par le camarade Schindler, pas de la liste, hein, c'est un camarade, non, Schindler il a glissé depuis longtemps, c'est un de ces justes qui a sauvé je sais plus combien de juifs en Pologne. Bon, il y a un article sur les événements ukrainiens, ça trompe pas. Bon, l'Espagne aussi avec cette histoire d'avortement qui commence aussi à nous gaver en France. Voilà, une chronique sur le sexisme ordinaire. L'Espagne avortement c'est par Pélagie. Voilà, l'anarchisme, voilà. Je vous raconte pas tout le journal parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, enfin les choses qui me semblent intéressantes, et un appel à mobilisation contre le FN par La Sociale, c'est un groupe anarchiste, ça m'intéresse, et By Cavana par Vanek. Bon, voilà, toute une série d'articles qui sont vraiment d'actualité, que vous pouvez vous gaver sur le Monde Libertaire de cette semaine, qui paraîtra jeudi, avec des illustrations d'Aurelio, de Jeannot, de Calem, de Crocaga, de Nemo et de Milan. Crocaga qui fait marrer mon genre, parce qu'ils ont une petite bande dessinée dans le Monde Libertaire, tous les jeudis. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire encore? Bon, alors le Monde Libertaire que vous pouvez soutenir par un abonnement, que vous pouvez souscrire à la Librairie Publico, où il y a un dépôt de presse, du Monde Libertaire, du hors-série et du quinzomadaire gratuit, que vous pouvez retirer tout ça à la Librairie Publico. La Librairie Publico, notre librairie, une vieille bonne femme de 60 ans au moins, qui continue à avancer tant bien que mal dans ce monde sauvage de mondialisation où tout ce qui est petit est impitoyablement écrasé par le capital. Voilà, vous pouvez donc l'aider, cette librairie Publico, d'abord en y allant, en achetant des livres, etc., etc. L'occuper, quoi, vous voyez. Il y a toutes les fins de semaine aussi, il y a des animations gratuites sur le cinéma, le théâtre, etc. Il y en a une samedi? Voilà, samedi à 16h30 autour de l'espéranto. Voilà, autour de l'espéranto. Et c'est très intéressant l'espéranto, je vous assure. Hein, si vous avez le courage de l'apprendre, après ça ouvre des portes. Hein, surtout si vous êtes globe-trotteur. Voilà. Donc la librairie Publico, vous pouvez l'aider aussi en venant, en souscrivant pour l'aider, quoi, en lui filant de la thune en quelque sorte. Et à cette librairie Publico, vous pouvez aussi retirer la carte d'auditeur de Radio Libertaire que vous écoutez en ce moment. Cette carte d'auditeur qui permet à la radio de financer
son appareil technique pour dire la régie, etc. a besoin de fric pour renouveler son matos, l'entretenir, etc. Vous voyez. Donc par la carte d'auditeur qui coûte 20 €, vous pouvez le faire. Voilà. Vous pouvez aussi devenir ami de Radio Libertaire. Il y a une association qui va vous traire aussi de la thune. Et aussi, il y a une souscription, 5 €, je crois, par mois minimum, pour l'aider. Voilà. Et vous savez que pour aider, d'abord, une radio s'écoute, une librairie se fréquente, et puis les éditions libertaires, évidemment, il faut lire des bouquins. Voilà. Les éditions libertaires, donc vous pouvez trouver les livres, évidemment, et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Eh ben, c'est tout. Voilà, que la radio libertaire, vous pouvez l'écouter à la radio sur 89.4 sur la bande FM et aussi sur Internet et http://écouter.radio-libertaire.org. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous allez sur le net, vous mettez programme Radio Libertaire et là vous aurez les programmes de la radio qui restent sur ce site-là pendant au moins un mois. Bon. Et puis j'ai fini, et puis maintenant vous allez avoir, c'est peut-être Piquécou qui va prendre la relève, si elle a des choses à dire, ou une autre Jean. Non. Ouais, moi j'aurais voulu qu'on parle un petit peu de Juliette Planck qu'on avait reçue dans l'émission. On est allé voir son expo là. Elle fait de la gravure, c'est de la linogravure. Elle expose dans une petite galerie du Marais qui s'appelle l'Œil Ouvert, qui est 74 rue François Miron. Et là, elle est un petit peu à l'honneur en ce moment. Donc il y a une quinzaine de ces gravures qu'on peut voir, qu'on peut acheter. Enfin, et on vous conseille d'y aller parce qu'elle a vraiment un très très beau travail. Oui, une gravure, vous pouvez en avoir à 40 €, vous voyez. Encadré, ça fait 60 quand même, c'est pas. Ouais. Enfin, bon, les gens peuvent pas. Mais ça si vous pouvez, faites-le, parce que je vous dis pas que c'est un placement d'avenir, parce que on n'est pas sur ce créneau de ces choses-là, mais quand même, allez-y, parce que moi je m'en suis acheté une petite, vous voyez, pourtant j'ai une bourse un peu plate, et ben j'ai fait parce que mon autre Jean, il prêche lui pour les artistes qui doivent s'aider entre eux, vous voyez, et puis il m'a contaminé, donc je me suis dit bah quand même, je vais sacrifier, voilà, à cause de Jean. J'ai fait de mieux. Je me suis soulagé de 60 €, mais j'en suis très très content, parce que tous les jours j'essaie de gravure devant les yeux, et je vous assure, ça me fait un bien quand je la regarde. Et parce que la lino, enfin le travail de cette amie et de Juliette est très simple. C'est vraiment du noir, du blanc, avec des lignes simples, etc. C'est une épure, et ça soulage dans ce monde où voilà, on est envahi d'images plus pourries les unes que les autres, de retrouver des images comme ça toutes simples. Oui, ça fait du bien. Ouais, en plus, il y a une petite galeriste qui est adorable, qui s'intéresse vraiment au travail des gens qu'elle expose. On a pu parler un petit peu de gravure, lui parler d'autres. Tu peux répéter le nom de la galerie? L'Œil Ouvert. L'Œil Ouvert. 74 rue François Miron. C'est juste à côté de la station Saint-Paul. Vous sortez de la station Saint-Paul et il y a la rue de Rivoli en face qui remonte vers l'hôtel de ville, et juste sur la gauche, une rue parallèle, c'est la rue où il y a cette petite galerie qui est sur le trottoir de gauche, qui est pas loin du tout. Voilà, donc on va terminer en musique avec Damia, c'est la guinguette. Ouais, c'est tout nouveau. Ça c'est pour nos auditeurs, pour Claude et André, mais surtout Claude. Probablement nos plus vieux auditeurs, mais bon, si vous les voyez à plus de 80 balais, ils sont encore en forme. Hein. Voilà, donc une petite pensée pour eux. Que ceux qui